ressourcerie de l'écrivain. Je vous fais un petit book haul qui va être assez rapide parce que je n'ai que 4 livres entre guillemets. Donc c'est un book haul pour 10 balles, t'as plus rien, où je me suis rendue cette fois-ci dans un espace culturel à Quimper qui a un rayon occasion qui est assez fourni je trouve. Et c'est donc des livres qui individuellement étaient entre 2 € et 4,35 €, ouais voilà. Et ils font en fait un prix où vous pouvez acheter 4 livres d'occasion pour 10 € et au final en passant à la caisse, en fait je les ai payés 9,50 €. J'ai pas su pourquoi, mais ça m'allait très bien. Il y a 2 classiques et il y a 2 autres, donc on va partir sur allez, le premier qui me plaît bien, qui m'a tapé dans l'œil. Donc j'ai pris que du poche et oui, et le rayon occasion il y avait du grand format aussi, mais donc j'ai pris que du poche. On est sur La République des pirates de Jean-Marie Quéméner aux éditions Pocket. La couverture est de Tanguy Morin et la photo est une photo de livre de droit de Getty Images. Donc c'est un livre qui fait quasiment 400 pages. Je vous lis le 4e. Je vais essayer de prendre l'accent pirate. C'est pas gagné. À vous, formant des mers, vermine des sabords, hommes de fortune. Vous que les navires d'Espagne et du roi d'Angleterre traquent sur les mers du Sud, à vous, oui, soyez les bienvenus à Providence, l'île des hommes et femmes libres, république des pirates. Ici, l'honneur n'est pas un vain mot et le rhum coule à flot. Ici, Yann Kervadec, hobereau breton et gueux des mers malgré lui, enrôlé de force dans l'équipage de Jack Calico Rackham, trouvera fortune et liberté, sans oublier l'amour, dans les bras de la belle Médeline. Hardi la moussaille, que vive la République. Le magazine Historia dit que c'est un opus captivant qui s'inscrit dans la lignée des aventures de Daniel Defoe et de Robert Louis Stevenson à découvrir. Donc, L'île au trésor, je l'ai lu je l'ai écouté en livre audio cet été, je pense. Je n'ai pas kiffé. Personnellement, j'ai pas vraiment kiffé. Mais après, comme je vous ai dit, les livres audio, un coup j'adore et des fois j'aime pas tellement non plus. Mais je pense que c'est le format en fait. Mais enfin bref, on s'en fout. Claude Askolovitch de France Inter dit « Jean-Marie Quéméner nous dit Barbe Noire comme un trésor enfoui ». Alors, Jean-Marie Quéméner, c'est un ancien grand reporter. Il travaille pour le quotidien de Paris, Le Figaro et l'agence Gamma. Il a été correspondant au Moyen-Orient pour Marianne, Radio France et France 24. Il a été rédacteur en chef des JT de Canal+. En 2016, il publie chez Plomb Liban, la guerre sans fin. L'année suivante, il publie toujours chez Plomb la biographie de Bachar el-Assad en lettres de sang. Avec La République des pirates paru en 2019, Jean-Marie Quéméner signe son premier roman, suivi en 2020 de L'écume des lames, toujours chez le même éditeur. Donc je pense qu'il est abonné à Plomb. Donc le sous-titre de La République des pirates, c'est à frères et à sang. À ma mère, la mère qu'on voit danser, au sel de sa vie et à ses vagues à l'âme. Il y a une citation de Anne Bonny à Yann Kervadec. Donc je ne sais pas si c'est un pirate historique, mais ça a l'air parce qu'il y a quand même le magazine Historia qui dit que c'est du solide. Donc la citation d'Anne Bonny à Yann Kervadec, « Homme de fortune et gueux des mers, que le vent et les vagues te mènent à la gloire ou à ta perte, mais toujours en homme libre. » Il y a un avertissement de l'auteur. Mes personnages ne m'en voudront pas, je les ai piratés. Si j'ai respecté globalement la vie des grands pirates de Providence et certains épisodes de leur carrière, je me suis permis de prendre la chronologie à l'abordage et de privilégier mon histoire plutôt qu'une histoire avec un grand H. Bref, j'ai hissé le pavillon noir sur les pages qui suivent tout en respectant le navire. Providence et sa République ont réellement existé. Et ses œuvres vivent. La vie des pirates et leurs règles ont été scrupuleusement suivies. Les gens de fortune ne m'en tiendront pas rigueur, que les historiens me fassent la grâce de m'accorder leur pardon. Alors, je vous propose de lire quelques petits paragraphes du premier chapitre qui s'appelle Carnac,
fin d'année 1717 et bonjour Gabi. La voix tombait dans les graves, alternait chuchotement et éclat, balançait entre français et breton. Elle trébuchait sur les pierres de l'église, glissait sous les vieux bancs en chêne des travées, polis par les ans et des générations de séants de rombières, et revenait se nicher dans une alcôve près de la chaire. J'en savais la mélodie par cœur. Le recteur de Carnac tenait confesse, avec une dame. Et si j'en croyais les vocalises développées par celui qui m'avait élevée, l'invité devait être au choix rétive ou très jolie. Peut-être les deux, sans doute les deux. J'optais pour une élégante, farouche, juste ce qu'il convenait. L'une de celles que l'on avait vues débarquer de Rennes, chapeau éparpillé au vent d'ouest pour un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray et un détour pour admirer les champs de menhir, les dents de la lande comme les appelait le père Gwenaël. Une autre attraction de mon village, à voir le nombre de femmes qui venaient de Brest à Nantes pour lui rendre visite, lui narrer leurs histoires intimes, recevoir un réconfort spirituel et, le cas échéant, le pardon divin. Bon, on s'arrête là pour le moment. Je crois que je ne vais pas être trop dépaysée. Alors, le pardon de Sainte-Anne-d'Auray, je ne l'avais pas fait, mais avec mon arrière-grand-mère, quand j'étais petite, on l'accompagnait pour le pardon de Sainte-Anne-la-Palue. C'est dans mon fief. J'y allais parce qu'il y avait la fête foraine. Du coup, franchement, la République des pirates, moi, j'aime beaucoup en fait tout ce qui est piraterie, surtout la piraterie dans les Caraïbes. C'est celle que je pense qui m'est le plus connue et qui est sans doute la plus documentée. Et la piraterie, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existe encore dans à peu près tous les endroits du globe. Et j'avais vu un super documentaire d'ailleurs sur la piraterie dans l'océan Indien. Je vous mettrai un lien. C'était sur Arte, c'est disponible sur YouTube. C'était hyper intéressant. On passe au livre suivant. Liv Maria de Julia Kerninon. Alors déjà, cette couverture est magnifique également. Et en fait, Julia Kerninon, ça me dit quelque chose à l'oreille. Et Liv Maria, le titre me dit quelque chose également. Donc on est chez Folio avec Jane, une illustration d'Ilia Aharef. Elle est très jolie. Donc Liv Maria. D'une certaine façon, la distance n'était plus la question. Où qu'elle vive à la surface de la Terre, elle ne pourrait échapper au rayonnement du passé, aux conséquences de ses actes. Née sur une petite île bretonne, Liv Maria grandit au milieu des livres. À 17 ans, elle est envoyée à Berlin où, le temps d'un été, elle fait une rencontre qui bouleversera le cours de son existence. Éprise de liberté, elle deviendra tour à tour une amoureuse, une aventurière, une libraire, une mère, et connaîtra 1000 vies. Mais laquelle est véritablement la sienne? Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant d'une femme qui, malgré un secret inavouable, cherchera sans cesse à réécrire son histoire. François Bunel, pour la Grande Librairie, parle d'une héroïne splendide, et Marine Landreau pour Télérama dit « La trajectoire de Liv Maria a la beauté aveuglante des tragédies antiques et l'intranquillité frénétique du monde contemporain. » Donc c'est un livre qui est assez court, on est sur 234-235 pages. C'était publié à l'origine chez Gallimard, si je ne me gourre pas. Ou alors la collection Folio appartient à Gallimard. Oh, elle est toute jeune. Julia Kerninon est née en 1987 à Nantes où elle vit. Elle est docteure en littérature américaine. Elle s'est fait remarquer dès son premier roman, Buvard, 2014, qui a reçu notamment le prix Françoise Sagan. Outre 2 ouvrages autobiographiques, Une activité respectable en 2017 et Toucher la terre ferme en 2022, 3 romans ont paru. Le dernier amour d'Attila Kiss en 2016, Ma dévotion en 2018 et Liv Maria en 2020. C'est dédié à sa famille. Il y a une citation des larrons de Faulkner, de William Faulkner. Parce que les femmes sont merveilleuses. Elles peuvent tout supporter parce qu'elles sont assez sages pour savoir que tout ce qu'on doit faire en cas de malheur ou d'ennui, c'est les traverser et faire surface de l'autre côté. Je crois qu'elles peuvent faire ça, parce que non seulement elles refusent d'ennoblir la douleur physique en la prenant au sérieux,
mais parce qu'elles n'ont aucun sentiment de honte à l'idée de se faire mettre hors de combat. C'est joli. Ah, c'est rigolo, il y a comme un espèce d'avant-propos qui est en italique et la suite n'est pas en italique. Bon, je vais vous lire juste, ça fait une petite page. Mes parents font l'amour et je ne suis pas encore là. Quand ils escaladent l'escalier de leur chambre juste après le déjeuner et qu'ils s'enfouissent sous les duvets de leur lit bateau, je regarde les mouvements de reins de mon père et je m'étonne qu'un homme d'1,90 m et de 120 kg puisse onduler comme ça. Seuls les petits pieds de ma mère dépassent du cadre de bois sculpté. Secrètement, je m'imagine que la nuit, mes parents retrouvent la même taille, que la nuit, ils sont égaux. J'ai été voulu, je crois, appelée à tue-tête, mais je ne suis pas encore. Dans l'obscurité du ventre de ma mère, un spermatozoïde paternel que j'aimerais imaginer comme un dracard, mais que je sais au fond de moi se rapprocher plutôt d'un marsouin joueur, fend une eau onctueuse pour atteindre quelque chose de rond. Et alors, je commence à devenir. Bientôt, je serai vraiment moi. Mon nom est Liv Maria Christensen. J'aime bien le ton. Franchement, j'aime bien le ton. C'est assez court, les chapitres ont l'air d'être d'être assez courts, ça a l'air de donner quelque chose d'un petit peu rythmé. Alors, livre suivant qui ne coûtait pas cher parce qu'il a vécu, c'est Le Grand Maulne d'Alain Fournier au livre de poche. Donc la couverture, c'est Le Grand Maulne, le film 2006. On reconnaît Nicolas Duvauchel et je crois que c'est Jean-Baptiste Monnier. Et la madame, elle est trop loin, j'arrive pas à la reconnaître. Donc c'était une production TF1 International et France 3 Cinéma. À la fin du 19e siècle, par un froid dimanche de novembre, un garçon de 15 ans, François Sorel, qui habite auprès de ses parents instituteurs une longue maison rouge, l'école du village, attend la venue d'Augustin, que sa mère a décidé de mettre ici en pension pour qu'il suive le cours supérieur. L'arrivée du Grand Maulne à Sainte-Agathe va bouleverser l'enfance finissante de François. Lorsqu'en 1913 paraît le roman d'Alain Fournier, bien des thèmes qu'il met en scène, saltimbanques, fêtes enfantines, domaines mystérieux, appartiennent à la littérature passée et le lecteur songe à Nerval et à Sylvie. Mais en dépassant le réalisme du 19e siècle pour s'établir entre aventure et nostalgie aux frontières du merveilleux, il ouvre à un monde d'une sensibilité toujours frémissante et qui n'a pas vieilli. Alors c'est un petit livre, je me demande si je ne l'ai pas dans la bibliothèque. C'est un petit livre qui fait pas tout à fait 240 pages. Il y a des repères historiques, il y a la biographie d'Alain Fournier. À la fin, le roman est séparé en 3 parties qui ont l'air à peu près pareilles. Je n'ai pas lu, j'ai pas vu le film, je ne suis pas sûre de... Je viens de me faire spoiler la fin. Je ne suis pas sûre de connaître l'histoire, je crois pas. Donc il y a une préface et commentaires de Daniel Levers, c'était chez Fayard à l'origine. Il y a également une préface, c'est dédicacé à Isabelle, la sœur d'Alain Fournier. Je vous lis juste un petit bout du premier chapitre. Le pensionnaire. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1890. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitions les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais Monsieur Sorel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le cours supérieur, où l'on préparait le brevet d'instituteur, et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge, avec 5 portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du bourg. Une cour immense, avec préau et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers la gare, à 3 km. Au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs. Tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie. Demeure d'où partir et où revinrent se briser comme des vagues sur un rocher désert nos aventures.
Je m'arrête là. Donc je sais que c'est très connu. Alors je pensais que Alain Fournier c'était celui qui avait écrit La Neige en deuil, mais pas du tout. Parce que j'en ai un certain souvenir de La Neige en deuil, j'aimerais bien le relire aussi. Il faut que je le retrouve. Mais c'est un livre qui me dit en fait. Et un petit classique, Philippe K. Dick, Le Maître du Haut Château. Donc traduit de l'anglais par Michel Charrier. Postface de Laurent Kessy et la couverture c'est Flamidon. J'ai lu. Donc c'est aux éditions J'ai lu et Philippe K. Dick est un tout petit peu connu et surtout pour ça et pour les chroniques martiennes. 1948, fin de la Seconde Guerre mondiale et capitulation des Alliés. 20 ans plus tard, c'est le retour de la souris. 20 ans plus tard, dans les États pacifiques d'Amérique sous domination nippone, la vie a repris son cours. L'occupant a apporté avec lui sa philosophie et son art de vivre. À San Francisco, le Yiking ou livre des mutations est devenu un guide spirituel pour de nombreux Américains, tel Robert Sheridan, ce petit négociant en objets de collection made in USA. Certains Japonais, comme M. Tagomi, dénichent chez lui d'authentiques merveilles. D'ailleurs, que pourrait-il offrir à M. Baines, venu spécialement de Suède pour conclure un contrat commercial avec lui ? Seul le Yiking le sait, tandis qu'un autre livre, qu'on s'échange sous le manteau, fait également beaucoup parler de lui. Le poids de la sauterelle raconte un monde où les Alliés, en 1945, auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un livre qui a été récompensé par le prestigieux prix Hugo. Et là, c'est une toute nouvelle traduction et augmentée de 2 chapitres inédits d'une suite inachevée. Parce que je pense qu'il a dû mourir avant. Et ça doit être de 2013 ou 2017. Parce qu'il y a dépôt légal et achevé d'imprimer. Bon, je sais pas, on s'en fiche. Et voilà. Alors, je vous lis juste la dédicace, elle est très belle. Et elle m'a fait rire parce que moi, je lui donne un sens un petit peu plus vieux couple. À ma femme Anne, sans son silence, jamais ce livre n'aurait vu le jour. Donc s'il y a des connaisseurs de Philippe K. Dick, est-ce que Anne était quelqu'un de particulièrement bavard ? Et en fait, une fois qu'elle reprenait sa respiration, Philippe K. Dick arrivait à écrire. On ne sait pas. On ne sait pas. Je vais vous lire un petit bout du premier chapitre comme d'habitude. Pas grand-chose, je pense. Je l'ai parcouru tout à l'heure. Chapitre 1er. Je vais le lire à Gabi, elle aime bien qu'on lui lise des histoires. Monsieur R. Sheridan avait beau scruter son courrier avec anxiété depuis une semaine, le précieux colis en provenance des Rocheuses n'arrivait pas. Lorsqu'il ouvrit son magasin le vendredi matin, seules quelques lettres l'attendaient à l'intérieur devant la porte. « Je connais un client qui ne va pas être content », se dit-il. Il prit une tasse de thé instantanée au distributeur mural à 5 cents, s'empara du balai et se mit au travail. Quelques minutes plus tard, la devanture d'American Artistic Handcrafts Inc. était prête. Propre comme un sous-neuf, la caisse enregistreuse pleine de monnaie, un vase de soucis frais sur le comptoir, une discrète musique de fond. Diffusée sur la radio. Sur le trottoir, des hommes d'affaires se hâtaient vers les bureaux de Montgomery Street. Plus loin, un tramway passait. Sheridan s'interrompit le temps de le suivre des yeux avec plaisir. Des femmes en longues robes de soie colorée. Il les suivit des yeux aussi. Ce fut alors que le téléphone sonna. Il pivota pour décrocher. « Oui » lança une voix familière en réponse à son salut. Son cœur se serra. « Ici, monsieur Tagomi. Mon affiche de recrutement de la guerre de sécession est-elle enfin arrivée, monsieur ? Je vous prie de ne pas oublier que vous me l'aviez promise pour la semaine dernière. » La brusquerie tatillonne, tout juste polie, tout juste dans la limite permise par le code. « Je vous ai bien remis un acompte à cette condition, n'est-il pas vrai ? Il s'agit d'un cadeau, comprenez-vous. Je vous l'ai expliqué, pour un client. Monsieur Tagomi, l'enquête que j'ai menée à mes frais sur le paquet attendu
paquet qui, vous en êtes conscient, provient d'une région du monde extérieure et donc il n'est pas arrivé. Non, monsieur, en effet. Silence glacial. Puis, je ne peux attendre plus longtemps. Non, monsieur. Shildan fixait d'un regard morose les immeubles de bureaux de San Francisco, baignés d'un soleil éclatant. Alors, un substitut. Vos recommandations, monsieur Shildan? La prononciation volontairement erronée de son nom constituait, d'après le code, une insulte qui lui échauffa les oreilles. Chacun restait à sa place. Situation terriblement humiliante. Ses aspirations, ses peurs, ses angoisses s'épanouirent, se déployèrent, l'engloutirent, lui paralysèrent la langue. Il se mit à bégayer, la main moite autour du combiné. La musique et l'odeur des soucis baignaient toujours le magasin, mais il lui semblait sombrer dans quelque lointain océan. Eh bien, parvint-il à balbutier, une baratte, une sorbetière des années 1900. Son esprit refusait de fonctionner. À l'instant où on oubliait, à l'instant où on se persuadait que, il avait 38 ans. Il se souvenait de l'avant-guerre, d'une autre époque. Franklin D. Roosevelt et l'exposition universelle, le monde meilleur d'autrefois. Désirez-vous que j'apporte divers artefacts du plus grand intérêt à vos bureaux, monsieur? Marmonna-t-il. Rendez-vous fut pris à 2 heures de l'après-midi. Je vais devoir fermer, se dit-il en raccrochant. Obligé. Il faut rester en bon terme avec ce genre de clients. Les affaires en dépendent. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une adaptation du Maître du Haut Château. Donc, c'est The Man in the High Castle qui est sur je ne sais plus quelle plateforme. C'est en plusieurs saisons, il me semble, peut-être 2 ou 3. Et la série est terminée, il me semble. Et tout c'est peut-être, c'est parce que j'ai commencé la série que j'ai pas vu jusqu'au bout. Mais je me souviens qu'il y avait quand même Rufus Sewell dedans. Et franchement, ça donne envie. Enfin, ça donne pas du tout envie de vivre dans un monde où le petit moustachu en colère a gagné ainsi que ses alliés. Mais ça donne envie en fait de découvrir cet univers et cette dystopie où la fin de la Deuxième Guerre mondiale n'est pas du tout celle qu'on a vécue, enfin celle qu'ont vécu nos ancêtres et celle qui est écrite dans les livres d'histoire. Parce que du coup ça fait flipper. Parce que ça fait flipper que le petit moustachu en colère ait gagné et quel monde il aurait modelé après la fin de la guerre et après sa victoire. Et pareil pour les Japonais qui étaient alliés également. Donc voilà, je m'arrête là sur ce book haul. C'était juste 4 livres. Normalement, j'ai été assez rapide. Pas du tout, j'ai fait 25 minutes. Dites-moi si vous avez déjà lu un de ces livres-là ou si vous avez des livres, par exemple, sur la piraterie, ça m'intéresse. Si vous avez des livres dystopiques comme celui-ci, à part Hunger Games que je compte lire et que je les ai en e-book, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse pas mal aussi. Et en fait, vu que moi je ne lis pas beaucoup de science-fiction, Philip K. Dick c'est quand même un auteur majeur dans la science-fiction, j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il écrit, ce monsieur-là, et de me faire une culture SF. Parce que ma culture est plus fantastique ou fantasy et pas vraiment science-fiction. Et d'ailleurs, en parlant de science-fiction, je suis en train de lire de Ray Bradbury, Zen in the Art of Writing, qui est une espèce de recueil d'articles qu'il a dû publier dans diverses revues sur sa pratique de l'écriture, ses inspirations, etc. Comme je suis une tarte, je l'ai acheté en anglais et j'ai remarqué en fait, parce que j'ai épluché mes commandes, parce que c'était sur Amazon, en fait je l'aurais acheté en français, mais il m'a été suggéré en anglais. Et je me suis dit, ça va pas être traduit, donc si. C'était carrément traduit, c'est traduit depuis 2017 et je l'ai acheté en 2020. Donc Zen in the Art of Writing, j'en ferai une vidéo, elle sera probablement sortie au moment où j'aurai publié celle-là, mais bref, je ferai une petite vidéo récap en fait sur ce livre-là, ce que j'en ai pensé et les conseils que donne Ray Bradbury.
Je m'arrête ici parce que sinon je suis toujours trop bavarde. Hein. À tout bientôt et je préfère que vous rêviez peut-être plus de pirates que de vivre dans un monde comme celui-ci. À tout bientôt et rêvez tout grand.